Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Who Got Next. Avant-dernière semaine de la compétition en Euroleague et on a eu des matchs décisifs pour certaines équipes. On a notamment Mersin qui a perdu son premier match, Basketland qui a dû s'arracher un petit peu pour s'imposer et rester dans la course au play-in, et Bourges qui a fait le boulot à Salamanque dans un match polémique. On en reparlera juste après. Merci encore du soutien, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, à commenter, me dire quelles équipes vous ont impressionné sur cette semaine, et bonne vidéo à tous. Et comme chaque semaine, on démarre la vidéo avec les news. Pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes d'actualité cette semaine, mais la grosse info, c'est qu'on connaît les 8 qualifiés pour la prochaine phase de l'Euroleague. On va avoir le tableau tout de suite avec, donc pour le groupe E, Mersin qui est assuré de finir en tête malgré sa défaite cette semaine contre Skio. Derrière, on va avoir Skio et Bourges qui s'affrontent la semaine prochaine et qui batailleront pour la seconde place. Les deux premières places de chaque groupe sont qualificatives pour la demi-finale du play-in. Pour que Bourges finisse deuxième, il faudra qu'elle s'impose de 6 points contre Skio, ayant perdu de 5 au match aller. Une victoire suffit à Skio pour finir à la deuxième place. Derrière, Basketland est assuré de finir à la dernière place, même en cas de victoire contre Mersin. Avenida et Brno sont, elles, éliminées. Pour le groupe F, on a Le Fener et Valence qui sont qualifiés donc aux deux premières places, qui iront directement en demi-finale du play-in. Valence qui affrontera donc Mersin et Le Fener qui attend le résultat du match entre Skio et Bourges pour connaître son adversaire. Et derrière, on a Saragosse et Prague qui vont batailler pour la troisième et la quatrième place. Prague devra s'imposer de 6 points si elle veut passer en troisième place. En cas de victoire, Saragosse finirait en troisième. Comme vous le savez, cette année, on est sur un format un petit peu différent des autres années. Fini le Final Four qu'on connaît tous. On est désormais sur un Final 6 sous forme de play-in, donc avec 8 équipes qualifiées, 6 qui se qualifieront pour les phases finales réelles, et ensuite on aura un vrai Final Four avec les équipes gagnantes. Je sais, c'est un peu abstrait pour l'instant. Dès qu'on connaîtra le classement final, je vous prépare un petit tableau qu'on expliquera la semaine prochaine lors de la vidéo. Voilà, on a fait le tour pour les news. On passe tout de suite au match de la semaine. Et cette semaine, le match que j'ai décidé de débriefer un peu plus longuement, c'est le choc 100% espagnol entre Saragossa et Valencia. De base, ça devait pas être ce match, ça devait être le match entre Mersin et Schio, mais au vu des absentes du côté de Mersin, je me suis dit que pour une fois que Saragossa avait joué au basket pendant une mi-temps, on allait en profiter et décrypter un petit peu tout ça. Car oui, aussi étonnant que ça puisse paraître, Saragossa a mené toute la première mi-temps quasiment, et la moitié du troisième quart-temps avant que Valence se réveille et prenne vraiment les commandes du match. Malgré tout, on n'est pas resté sur un écart important de la part de Saragosse, on est monté jusqu'à 9 points d'avance. Valence était quand même au contact toute la première mi-temps, mais il y a eu un petit peu d'adresse, il y a eu des phases de jeu plutôt sympas de la part de Saragossa, contrairement à d'habitude, et forcément, fallait le noter. On le voit notamment dès le début du match, avec une petite séquence sur pick and roll, donc on voit un spacing qui est assez bon, Gatling qui pose un écran qui est très large en plus, donc forcément elle prend de la place, il y a Goupova qui essaye de passer au-dessus, elle est en retard, on a les aides qui viennent, donc vous voyez ça vient fermer quasiment à 4 joueuses du côté de Valence, Gatling se retrouve toute seule sur le roll, et c'est là où on voit l'intelligence de Yagupova et son expérience, c'est qu'elle voit que ça vient très bien fermer, que la passe va être faite, et tout de suite elle lâche sa joueuse pour aller dans l'aide et aller contrer ce tir. Donc ça peut paraître anodin comme action, mais ça montre quand même qu'il y a des largesses défensives dans la défense de Valence, et que c'est grâce à l'intelligence et au réflexe d'une joueuse comme Yagupova qu'on sauve des points à ce moment-là. Ensuite, Saragossa a très bien joué le coup, des aides venues un peu trop nombreuses et un peu trop rapidement de la part de Valence, et elles ont abusé de certaines séquences. On pense notamment au skip pass, donc avec les entrées au poste bas. Donc ici, on a Hermosa avec le ballon, et elle va venir trouver sur une skip pass Pueyo, toute seule pour un tir à 3 points. Et si vous regardez sur la première image, les aides, il n'y a personne qui regarde les joueuses derrière. On pourrait même avoir une coupe ligne de fond de la joueuse dans le corner, parce qu'il n'y a vraiment personne qui s'en occupe. On a Caral Casas qui vient prendre à deux ici alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Ça laisse des espaces. On aurait pu aussi avoir une coupe de Pueyo étant donné que personne ne la regarde. Malgré tout, comme je le disais, Hermosa qui décide de jouer la skip pass. Et pour une fois, Saragosse a eu un petit peu d'adresse, surtout en première mi-temps.
Au final, ça s'est plutôt aplani sur le match et on tourne aux alentours des 30%. Mais sur la première mi-temps, c'est rentré, il y a eu des très bons tirs de prix et Valence l'a payé cash. On a aussi une séquence qui a été assez similaire et dont Saragosse abuse beaucoup. C'est Mariona Ortiz qui adore jouer poste bas, donc la meneuse de jeu. Et on le voit ici, poste bas. Encore une fois, elle attire beaucoup de monde. Là, ici, contrairement à tout à l'heure, le spacing n'est pas bon du tout du côté de Saragosse. On a 3 joueuses dans la zone à 3 points. Ça se marche un petit peu dessus. Mais malgré tout, comme il y a des aides, on arrive à avoir là ce qui passe à l'opposé pour une joueuse qui s'est écartée un petit peu plus. Et derrière, un tir à 3 points ouvert et ça rentre. Et on le voit ici sur une séquence similaire quelques secondes plus tard. On a encore une fois Mariona Ortiz qui vient poste bas. Ça vient fermer très fort, mais en n'étant pas intelligent dans les aides, parce qu'encore une fois, il y a tout le monde qui regarde le ballon, personne qui regarde les déplacements des joueuses derrière. On a Mavouli qui décide, qui est vraiment en tête de raquette, en dehors de la zone à 3 points, qui décide de couper pour libérer l'espace pour Atkinson. Et derrière, Mariona Ortiz va pouvoir trouver une bonne passe, et dans un fauteuil, elle va faire filoche sur ce tir. Mais malgré tout, même en première mi-temps, Saragosse a fait quelques erreurs. Un peu de la même manière que Valence défensivement, elles sont venues fermer un peu tôt sur certaines séquences. Et on le voit par exemple ici, avec la balle poste bas pour Stéphanie Mavunga, on a Letty Romero qui se retrouve un peu seule parce que sa joueuse est venue décrocher sur une prise à deux quand n'est pas vraiment une. C'est-à-dire que comme je le disais la semaine dernière ou il y a 2 semaines, sur des situations où en fait on ne sait pas trop ce qu'on fait. Est-ce qu'on vient vraiment fermer? Est-ce qu'on n'y va pas? Il n'y a pas un choix clair qui est fait. Et du coup, ça se paye cash, parce que Stéphanie Mavunga va pouvoir trouver Letty Romero, et ça fait 3 points. Letty Romero qui d'ailleurs fait un excellent match sur cette semaine d'Euroleague. Son retour fait énormément de bien à Valence, déjà dans la création. Forcément, d'avoir une vraie créatrice balle en main, ça aide énormément cette équipe. On sait qu'elle en manque clairement, et on l'a vu contre le Fener, où ça manquait clairement de création. Là, son retour fait beaucoup de bien. Elle a été très agressive. On a une équipe de Saragosse qui a voulu jouer un petit peu de l'overplay sur les joueuses extérieures qui défendaient très très fort, mais qui derrière se faisaient passer sur un ou deux appuis et ça demandait des aides. Valence a eu assez peu de réussite en première mi-temps sur ses tirs. Par contre, en deuxième, c'est tombé dedans, ça a libéré des espaces et forcément, on a pu mettre dedans. Et on le voit notamment juste ici, avec en deuxième mi-temps un pick and roll avec Letty Romero encore une fois, qui va venir prendre l'écran de Kayla Alexander. Mariona Ortiz est déjà en retard sur le pick, alors qu'il n'est même pas pris. Derrière, on va avoir une feinte de shoot qui va se transformer en passe sur le roll pour Kayla Alexander, avec une joueuse qui est encore toute seule en tête de raquette. Et si vous regardez ici, Tanya Atkinson, elle n'est pas du tout dans les aides. Le ballon est à l'opposé, elle n'a même pas un pied dans la raquette. Donc c'est vraiment trop tard pour elle pour intervenir sur Kayla Alexander. Et on va le voir derrière, Kayla Alexander a le temps de tirer et Atkinson n'est même pas arrivé à son niveau. Donc vraiment là-dessus, ça a été ce qui a vraiment fait défaut à cette équipe de Saragossa en deuxième période, c'est être à l'heure dans les aides. On a vraiment des aides qui ont été très très larges et ça pose un gros problème défensivement, parce que contre une équipe comme Valence, surtout cette semaine, qui a bien fait vivre le ballon, qui a su gérer les espaces et avoir un vrai bon spacing, contrairement au match contre le Fener il y a 2 semaines, là on a tout de suite ressenti que Saragossa a été perdu en deuxième mi-temps. Et de la même manière, Valence a beaucoup usé du give and go, donc un passe-va tout simple. On l'a vu notamment avec Alina Yagupova, qui ici revient avec le ballon, enclenche une feinte de tir pour déséquilibrer un peu la défense. On a ensuite la passe pour Kayla Alexander, et derrière Kayla Alexander qui est une plutôt bonne passeuse pour sa taille, qui va permettre, grâce au retard d'Atkinson sur la feinte, de servir Alina Yagupova pour aller chercher les 2 points. Et encore une fois, comme Atkinson tout à l'heure, on a Mariona Ortiz qui était censée être dans l'aide. Et regardez où elle se situe tout le long de l'action. Au début de l'action, elle regarde le ballon, mais elle n'est pas en attitude défensive. Derrière, elle est vraiment en bord de raquette. Et une fois que la passe est faite et qu'on est pour le tir, elle a un pied seulement dans la raquette. Donc vraiment, ça a posé des gros problèmes à cette équipe. Et rebelote quelques secondes plus tard avec Letty Romero qui sert Stéphanie Mavunga, donc qui est pas loin de perdre le ballon là sur cette entry pass, qui va après couper dans le dos. Et encore une fois, regardez les aides, on a Stéphanie Mavouli qui est vraiment à l'opposé, qui est très très loin, qui devrait avoir les 2 pieds dans la raquette à cet endroit-là. Et ensuite, elle est encore en retard pour venir dans l'aide et ça fait 2 points pour cette équipe de Valence. Et à contrario, là on a vu des séquences où Saragosse ne donnait vraiment pas d'aide et restait vraiment à l'opposé du ballon. Ici, on a
tout l'inverse, avec le ballon qui est dans les mains de l'intérieur, en plein dans la raquette, et on se retrouve avec Caral Cassas qui est vraiment toute seule dans le corner, et elle va se faire trouver pour un tir à 3 points. On sait que c'est pas forcément sa force, mais avec autant de temps et la place pour poser ses appuis, bah ça fait filoche. Et c'est vraiment là où Valence a commencé à exploser un petit peu cette équipe de Saragosse, où elle a pris un vrai écart. On est monté jusqu'à 15 points d'écart, hein, alors qu'elles avaient été menées quasiment tout le match. Vraiment, la fin du troisième et le début du quatrième, ça a été le moment où Saragosse a explosé. Et on le voit sur les chiffres, hein, on a en première mi-temps Saragosse qui met 23 et 21 points donc sur le premier et le deuxième quart-temps, alors qu'en deuxième mi-temps, elles ne mettent que 11 et 9 points en encaissant 25 et 17. Donc forcément, bah, le match se perd ici. On a vraiment une équipe qui a explosé au fur et à mesure du match, qui n'a pas su maintenir les efforts et trouver des solutions tout le match. Et ça se paye cash contre une équipe comme Valence qui a abusé de certains principes. Et c'est dommage pour Saragosse parce qu'il y avait la place. Cette équipe de Valence, elle n'est pas impressionnante. Elle a des très bonnes joueuses, mais il y a quand même des choses qui sont à revoir. Et on le voit ici, et c'est peut-être ce qu'aurait dû faire Saragosse plus de fois pendant le match, c'est jouer sur Marie Mané, donc qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Ça doit être son quatrième match, je crois, avec cette équipe en Euroleague, mais de la jouer vraiment sur du curl. Ici, on le voit, elle va prendre une cascade d'écran pour un curl, elle va recevoir le ballon donc avec de l'avance sur les tirs au méro, et derrière, grâce à son physique, bah, elle va pouvoir aller finir avec la faute. Et c'est des séquences où pour moi Saragosse devrait plus s'appuyer. Le recrutement de Marie Mané est assez intelligent pour cette équipe. C'est une joueuse qui est physique, qui peut tirer à 3 points, qui est une vraie menace offensive et qui défensivement a des longs segments, qui est relativement à l'heure dans ses interventions et qui peut faire énormément de bien. Malgré tout, elle joue assez peu. Et c'est dommage pour cette équipe qui est en manque cruel de création et de scoring. Marie Mané, qui joue à peine 20 minutes, pourrait penser que bah, une joueuse comme ça, dans une équipe comme Saragosse qui est en galère sur certaines séquences, bah, pourrait lui confier les clés de l'attaque et un peu plus de responsabilité offensive. On sait que l'équipe s'est beaucoup appuyée sur le pick and roll entre Ortiz et Gatling. Ça marche très très bien, hein. Preuve, elles sont qualifiées pour le play-in et ça fonctionne. Mais sur des séquences où bah, on est plus dans le mal, avoir des alternatives comme la physicalité de Marie Mané qui joue sur un poste 3, bah, ça peut aider grandement cette équipe. Côté Valence, on attendait Léonie Fibiche au meilleur niveau pour son retour à Saragosse. C'était la première fois qu'elle revenait dans sa salle, après une très bonne saison l'année dernière avec le club. Elle a d'ailleurs été ovationnée, mais malheureusement, ça a été un peu plus compliqué et le soufflet est retombé très vite. Seulement 5 points pour elle, à 1 sur 6 au tir. Elle a vraiment été dépassée, même défensivement, on l'a trouvée dans le dur. Malgré tout, elle finit à plus 11 quand elle est sur le parquet. Donc c'est qu'elle a fait des bonnes choses. Mais bah, individuellement, c'est toujours plus compliqué. C'est ce qu'on disait la dernière fois avec le match contre le Fener. Bah, quand elle n'a pas des vraies menaces offensives à côté d'elle, c'est difficile de créer son propre tir pour elle et de vraiment faire des différences. Elle est capable, c'est une joueuse de grand talent, mais contre des défenses qui sont plutôt regroupées, bah, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué pour elle. Et alors qu'on attendait Léonie Fibic, c'est Christine Vitola qui a vraiment répondu présente en plus de Letty Romero avec 14 points, qui a mis des gros tirs, qui ont fait énormément de bien à cette équipe et qui a vraiment explosé là sur ce match, qui fait plutôt une bonne saison. Mais là, on a vraiment senti bah, qu'elle était capable de mettre des shoots et d'être importante dans cette rotation de Valence. On a eu aussi à l'intérieur une rotation un petit peu bizarre avec Kayla Alexander qui joue seulement 14 minutes, Stéphanie Mavonga qui en joue à peine 19. Donc vraiment, ça a été... On sent que cette équipe de Valence tâtonne encore sur ses rotations, sur les associations, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et ça peut coûter très cher, sachant qu'elles vont jouer Mersin sur la demi-finale du play-in. Bah, contre une équipe comme Mersin, où on l'espère, elles seront au complet, bah, avec des joueuses comme Natasha Howard qui peut revenir et Iliana Rupert, voire même Marine Johannes avec un peu de chance, bah, ça risque d'être très compliqué. Voilà, on a fait le tour pour le match de la semaine. On va pas s'attarder plus que ça dessus. Ça reste un match assez moyen. C'était plaisant quand on voit le niveau de jeu de Saragosse et de Valence ces dernières semaines. Mais malgré tout, ça reste un match assez moyen dans l'ensemble. Valence a réussi à prendre le contrôle du ballon, à perdre assez peu de ballons. On a eu 10 pertes de balles seulement contre 18 pour Saragosse et a vraiment explosé sur la deuxième mi-temps. Malgré tout, bah, ça reste deux équipes où on sent que ça se cherche encore, comme je le disais. Saragosse qui va devoir batailler là pour finir à la troisième place, qui ne devra pas perdre contre Prague. On sait que Prague est affaibli, mais malgré tout, ça va être un match assez compliqué. Valence est assuré de finir à la deuxième place. Il va peut-être y avoir un peu de repos là pour certaines joueuses la semaine prochaine.
on verra ce que ça donne. Et on enchaîne tout de suite avec les autres rencontres de la semaine. Dans les autres matchs, on a démarré la semaine avec un match entre Le Fener et Venise. Venise qui sortait d'une purge contre Saragosse la semaine dernière et qui avait à cœur de se rattraper sur ce match, qui a d'ailleurs très bien commencé, ou alors le Fener a très mal débuté, je sais pas trop, mais où Venise a gagné le premier quart-temps. Chose un petit peu surprise, on s'attendait à ce que le Fener déroule, et encore une fois, je le disais ces dernières semaines, mais le Fener ne m'impressionne pas. Vraiment, ça a été très compliqué pour elle. On sent que les individualités sont au-dessus de toutes les autres équipes en Euroleague, mais où ça reste très compliqué de mettre du jeu en place, quoi. Et si on se projette un peu sur la demi-finale du play-in, où elles affronteront soit Skio, soit Bourges, on se doute que ça va être assez simple pour elles. Les équipes sont bien plus faibles, mais derrière, sur la demi-finale de l'Euroleague, ça risque d'être très compliqué, parce que ça va croiser avec une équipe assez forte, qui peut poser des problèmes, et on sent que sur un match, le Fener est prenable. Donc bien sûr, quand on regarde le match, on se dit, ouais, le Fener a déroulé, a pas forcé, mais en fait, il faut aller plus loin dans cette analyse-là, et voir un petit peu ce qui se passe. Le Fener, comme depuis le début de la saison, quand elles sont concentrées, arrive à défendre très fort, à intercepter des ballons, ou à jouer tout de suite sur du rebond, arriver à jouer du jeu rapide, et marque énormément sur de la contre-attaque ou de la transition. Derrière, sur du jeu placé, ça devient beaucoup plus compliqué. Et ce match-là n'a fait qu'une chose, c'est me conforter dans le fait que Emma Messman doit vraiment être au centre du jeu du Fener. Vraiment, c'est elle qui doit toucher tous les ballons. On le voit encore, hein, elle a été quasiment parfaite sur le match, avec 22 points, 5 rebonds, 9 passes d'ess. Donc elle perd 5 ballons, il y a 5 interceptions quand même, plus 29 quand elle est sur le terrain, vraiment elle a été partout, et elle montre encore que c'est une des meilleures joueuses de la planète, et que l'attaque doit tourner autour d'elle. C'est elle le moteur de cette équipe, c'est elle qui débloque les situations, en particulier sur jeu placé, qui arrive à trouver des bons tirs, des bonnes positions même pour les autres, et qui permet aux autres de briller, qui attire énormément la défense. Si Tina Charles en début de match a réussi à mettre des points et à se libérer un petit peu, c'est en grande partie parce que Emma Messman a réussi à lui créer des espaces. Et de l'autre côté, on se demande un peu ce que fait Valérie Garnier avec ses rotations et avec ses consignes. On sait que c'est une coach qui aime beaucoup donner le ballon à l'intérieur et que c'est la consigne numéro un, mais elle brille totalement ses autres joueuses. On le voit avec Julie Allemand, qui avait été très agressive et qui avait beaucoup joué la carotte surtout contre Valence. Là, cette semaine, elle fait des passes, oui, elle arrive à mettre des points, mais Julie Allemand, elle prend que 2 tirs. Et ça pose forcément problème quand on est le Fener. Donc oui, il y a énormément de menaces dans cette équipe, il faut nourrir tout le monde de ballons, mais quand la poste 1 d'une équipe qui prétend être championne sur la saison n'est pas agressive, forcément les défenses elles s'adaptent, et ça vient fermer beaucoup plus vite quand les autres joueuses drive ou qu'on donne le ballon au poste bas. Et avec l'absence sur blessure d'Alper Renard, je m'attendais à avoir Lekovic qui joue un petit peu plus, la petite meneuse qui avait crevé l'écran pendant l'Euro il y a 2 ans, qui a toujours pas sa chance et qui n'arrive pas à gratter des minutes dans cet effectif malgré les absences de certaines. Et comme chaque semaine, on a Tina Charles qui fait du Tina Charles, dès qu'elle a le ballon, elle tire. C'est vraiment un arroseur automatique quand elle est sur le terrain. Nira Sabali qui a été un peu plus en galère avec son tir, qui a été plus agressif que la semaine dernière, mais qui a été un peu en galère avec son tir, qui finit à 4 sur 11. Gabi qui fait du Gabi avec 13 points, 6 rebonds, 4 passes, des interceptions. Voilà, c'est un match classique à la Gabi Williams. Elle prend que 7 tirs. On peut se demander un petit peu si les ballons sont bien distribués, encore une fois. Mais encore une fois, je pense que ça vient des consignes de Valérie Garnier. Et comme je vous le disais, cette équipe de Fener, elle ne m'impressionne pas. On l'a vu sur des séquences être en difficulté contre Venise, qui est quand même une équipe bien plus faible, qui jouait en plus sans Mathilde Villa, donc sa meneuse 1. C'est Lisa Bercani qui a rempli ce rôle pendant le match. Ça pose des questions vraiment pour la suite. Et côté Venise, on a fait un petit peu comme on a pu. Avec l'absence de Mathilde Villa, on n'avait pas cette gestionnaire sur le poste 1. Lisa Bercani est en plus un électron libre. Elle a malgré tout, comme je le demandais ces dernières semaines, eu un peu plus le ballon, un peu plus l'opportunité de créer, que ce soit pour elle ou pour les autres. Et malgré un manque de réussite, elle a quand même pris des tirs qui sont plutôt bons. Elle finit à 4 sur 12 au tir avec 11 points. Camilla Smalls qui a vraiment pris le lead au niveau du scoring avec Awak Couillère. Mais voilà, on sent que cette équipe a besoin de cette meneuse gestionnaire qu'est Mathilde Villa. L'association entre Bercani et elle pourrait être sympa à voir. Malheureusement, on ne le reverra pas cette saison, étant éliminé de la course au play-in. La note positive de ce match pour le Fener, c'est quand même la domination au rebond. Venise avait pourtant décidé de jouer grand, avec Stankovic et Couillère dans le 5 en même temps. Donc vraiment, c'était un choix risqué
pour cette équipe, sachant que Stankovic est très peu mobile. Koulier a un peu plus de vélocité et arrive mieux à bouger. Mais c'était un choix assez risqué contre le Fener, en sachant que Emma Messman et Tina Charles sont quand même assez athlétiques et bougent assez rapidement. D'avoir deux joueuses de très grande taille, ça pouvait être compliqué. On l'a vu sur le premier quart-temps, ça a plutôt bien marché. Derrière, ça a craqué. Et au final, Stankovic ne joue que 15 minutes. Donc vraiment, ça a été un test assez peu concluant sur ce match. Et malgré ça, comme je le disais, le Fener a gagné la bataille du rebond pour une fois. Donc on attend de voir ce que ça va donner contre des équipes avec un plus gros secteur intérieur, avec vraiment du répondant en face. Là, contre Venise, ça a été assez simple, la rotation était réduite. On va voir ce que ça va donner donc, les semaines à venir, et surtout sur les phases finales. Le second match dont on va parler, c'est le match entre Basketland et Brno, un match qui était décisif pour Basketland pour s'assurer la qualification en play-in. On sait qu'elles avaient perdu au match aller contre Brno, donc une défaite aurait vraiment fait mal, surtout qu'elles étaient dans une spirale un petit peu négative. Après 2 défaites face à Bourges en championnat et en Euroleague, là, il fallait vraiment se relancer sur la scène européenne, et ça a été chose faite dans le sillage d'une très bonne Leïla Lacan, qui signe son meilleur match au scoring en carrière en Euroleague, avec 18 points, et qui a vraiment été le pompier de service pour cette équipe de Basketland, qui a dû s'employer pour battre Brno. Brno qui, comme à son habitude, a réussi à lutter un petit peu sur la première mi-temps, qui est repassé devant en début de deuxième quart-temps, pour lâcher le lead à la fin du troisième et n'est jamais repassé devant derrière. Ça a permis à Basketland de dérouler un petit peu sur la fin du match, l'équipe de Brno étant cramée. Malgré tout, il y a encore des vrais soucis offensifs à Basketland, défensivement aussi, mais c'est une équipe de guerrières qui va faire les efforts. Là, on l'a beaucoup plus vu que sur les dernières semaines, mais offensivement, ça devient très compliqué. Donc malgré tout, ça amène de bonnes choses. On a l'émergence un petit peu offensivement de Johanna et Odo. On a toujours Louise Bussière, moi j'adore ses rentrées, qui est un peu ce feu follet en attaque et qui amène quelque chose d'autre, qui amène un peu de tir, ce dont manque cruellement cette équipe de Basketland. Mais il y a des vrais problèmes. On a Louisa Gesselsoder qui prend que 8 tirs. En étant la leader offensive de cette équipe, c'est pas normal. Elle prend autant de tirs que Eodo. Il y a un vrai problème offensif. On n'arrive pas à libérer les joueuses dans les bons espaces, dans les bons timings. Et on est sauvé sur des exploits individuels de Destiny Slocum qui prend feu un petit peu en deuxième mi-temps, de Louise Bussière qui va planter une ou deux banderilles de temps en temps, de Leïla Lacan qui a été assez agressive offensivement cette semaine, mais qui de plus en plus s'en remet à son tir à 3 points. Il y a eu assez peu de drive, elle prend plus de tirs à 3 points que de tirs à 2. Moi, ça me pose un petit peu problème. C'est un peu rentré dans la facilité. Donc quand les tirs sont ouverts, c'est très bien. C'est que ça vient de décalage et ça permet d'espacer un petit peu le jeu, surtout qu'elle arrive de plus en plus à être à droite sur ses spots à 45 degrés. Donc vraiment très belle progression là-dessus de sa part sur la saison. Mais on attend qu'elle soit un peu plus agressive vers le cercle. Et de la même manière que Marie Pardon. Marie Pardon, on sait que c'est une joueuse qui n'a pas vraiment confiance avec son tir extérieur, qu'en prend très peu sur une saison, mais qui doit être plus agressive vers le cercle, parce que là on la défend à 3 mètres, en sachant très bien qu'elle va faire des passes, et là Brno s'est très bien adapté, et Marie Pardon, qui a été une des seules à sortir un peu la tête de l'eau sur les dernières semaines, là a été vraiment dans le dur sur ce match, en perdant des ballons, en jouant 17 minutes, donc ce qui est dans ses temps de jeu habituels, mais très peu de réussite, elle est à 0 sur 2 au tir, elle fait seulement 2 passes, elle perd des ballons. Vraiment, ça a été une rentrée qui a été assez compliquée pour elle sur ce match, de la même manière que Myriam Djekundade, qui est vraiment dans un temps faible de sa saison, qui avait plutôt bien démarré, qui était assez bien revenu de son année en 3-3, qui là est vraiment dans une spirale négative dans la saison, qui joue de moins en moins. On va voir ce que ça donne sur les phases finales, mais vraiment on donne pas cher de cette équipe de Basketland pour aller loin dans la compétition. Et côté Brno, ça a été un peu plus compliqué pour le trio des dernières semaines, où on a Kostovic qui a répondu un petit peu présente au scoring, mais derrière, Hamzova qui finit à 1 sur 6 au tir, Elisa Kunan qui finit à 2 sur 6, ça devient tout de suite très compliqué pour cette équipe qui est en cruel manque de talent offensif, on va pas se mentir, et qui là a été très vite dans le dur. Il y a eu une bonne première mi-temps, ça a mis un petit peu des tirs, après c'est retombé très vite dans le rang, et ça se finit par une défaite. L'équipe est donc officiellement éliminée de la compétition. Elle jouera quand même la semaine prochaine. Elle est à sa place dans ce groupe, à la dernière place, et on verra si l'équipe arrive à se renforcer pour la saison prochaine. Le prochain match, c'est la surprise de la semaine, avec la première défaite en Euroleague de Mersin,
Une défaite qui peut s'expliquer notamment par les absences donc, de Natasha Howard, dont on n'a pas trop de nouvelles au niveau de la blessure. On sait que c'est pas si grave que ça, mais on n'a pas plus d'informations sur la durée de son absence. Mersin est quoi qu'il arrive qualifiée et finira première du groupe. Il n'y a pas trop à s'inquiéter. Elle aura le temps de se remettre tranquillement. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle a été laissée au repos. On avait aussi l'absence d'Yvonne Anderson, qui a été laissée au repos, qui a joué beaucoup de minutes depuis le début de la saison, en l'absence de Marine Fotoux et de Marine Johannes sur une certaine période. Et donc là, étant d'ores et déjà qualifié et en première place, le club l'a laissé au repos. Et parce qu'on a profité, forcément, sans ces joueuses stars, ça devient très compliqué pour Mersin. Donc Iliana Rupert a répondu présente, Marine Fotoux aussi. Mais derrière, ça a été beaucoup plus compliqué. On a Bridget Carlton qui a été aux abonnés absents comme depuis son arrivée, qui a vraiment du mal à trouver sa place dans cette équipe. On ne sait pas trop le pourquoi de ce recrutement. Donc oui, c'est une excellente joueuse, on ne peut pas lui retirer, mais ça répond absolument pas aux besoins de Mersin. Mersin qui a besoin de création, balle en main, d'écarter un petit peu le jeu, ça devient vite problématique avec Bridget Carlton qui n'est pas capable de driver, qui drive tête baissée un peu à la manière de Dijonay Carrington en WNBA et qui a vraiment du mal à trouver son rythme offensivement. Donc là, oui, elle met 12 points, elle finit à 5 sur 12, mais c'est pas des bons tirs qui sont pris. Et forcément, quand il y a des absentes, ça se ressent encore plus. Côté Skio, on a eu une très belle performance collective. Malgré tout, comme je disais la semaine dernière, il manque encore cet instinct de tueur pour fermer totalement le match et ne pas laisser de l'espoir à l'équipe adverse. On a vu Mersin revenir dans le match sur le dernier quart-temps avant de reprendre un éclat en toute fin de match, forcément avec la fatigue. Hein. On a Bridget Carlton, Iliana Rupert et Marine Fotoux qui ont joué plus de 35 minutes. Donc sur la fin de match, ça se ressent forcément. Mais là, vraiment, on a cette équipe de Skio à qui il manque ce petit plus, ce petit supplément d'âme pour venir fermer totalement les matchs et prendre un vrai écart. Donc là, heureusement, ça n'a pas été problématique, mais ça peut le devenir pour la suite de la saison. On sait que forcément, elles vont jouer contre des équipes beaucoup plus fortes. Si elles finissent à la deuxième place du groupe, ça va croiser avec le Fener. Et là, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Comme je disais, on a eu Kita Jalaksa qui a fait un excellent match, qui finit avec 25 points, qui a très peu raté, 10 sur 13 au tir, malgré des tirs un peu compliqués à prendre. Elle a quand même mis dedans, donc on ne peut pas dire grand-chose sur ça, et qui a vraiment permis à cette équipe de Skio d'avoir du spacing, d'être agressive vers le cercle, parce que elle est allée finir sur beaucoup de mi-distance, et ça a fait énormément de bien à cette équipe. Et de la même manière, les entrées de Constanza Verona ont fait beaucoup de bien. Elle a été très agressive et très active défensivement, elle a réussi à voler quelques ballons, et derrière, elle a mis des tirs, elle a été agressive vers le cercle, et ça fait forcément du bien à cette équipe. Comme je disais les dernières semaines, ça manque de création, ça manque de quelque chose pour libérer des espaces et créer des décalages, et Constanza Verona a amené ça sur ce match, et elle a permis de libérer entre autres Dorca, qui a encore une fois fait un excellent match, qui finit à 12 points, 17 rebonds, voilà, 17 rebonds, rien que ça, contre Iliana Rupert. Donc le duel a vraiment tenu ses promesses. On a vraiment deux intérieurs qui sont un régal à voir jouer. Et ça a été un plaisir de suivre cette rencontre. Parce que j'ai pas mal appuyé sur les défauts de Mersin et les absences de certaines joueuses, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Mais là vraiment, Mersin est en progrès constant depuis le départ de Victor Lapeña. On sent, malgré la défaite là, et quelques automatismes à trouver, que cette équipe progresse, que ce soit défensivement ou offensivement. Il y a vraiment des bonnes choses qui se font, des espaces qui se libèrent. C'est de bon augure pour la suite. On sait que il manque encore énormément de joueuses à cette équipe. On l'a dit, Natasha Howard et Yvonne Anderson ont raté ce match-là. Il manque encore Marine Johannes qui normalement ne devrait plus trop tarder. Forcément, ils vont l'aménager pour qu'elle soit à fond pour les phases finales. Mais on a aussi Tara McCowan et Regan McGarity qui sont absentes depuis des mois et dont on n'a aucune nouvelle. Donc on attend forcément leur retour et ça va vraiment apporter de la profondeur à cette équipe qu'on a manqué cruellement sur le match de cette semaine. Et le dernier match de la semaine opposait Bourges à Avenida, donc un match qui se disputait en Espagne, et c'est un match qui a fait un petit peu polémique. Salamanque avait demandé le report du match à la suite d'un virus qui a touché ses joueuses et son staff. Donc toutes les joueuses étaient présentes pour le match, mais affaiblies et n'ayant pas pu s'entraîner pendant quelques jours avant la rencontre, Bourges a dû refuser ce report de match à cause d'un engagement préalable en LFB. Le report du match devait tomber samedi, même jour que le match contre Tarbes, et malheureusement, le match était aussi diffusé sur Sport en France, ce qui a rajouté une complication. De ce fait, Bourges a eu un accueil particulièrement froid de la part des supporters de Salamanque, mais ça ne les a pas empêchés d'aller gagner ce match et de valider leur place pour le play-in. Et on ne va pas forcément s'attarder sur ce match parce que
Ça a été assez compliqué à regarder. On a eu une équipe d'Avenida qui a été dans le dur assez rapidement. On les a sentis cramer dès le début. Elles prennent d'entrée un 8-0 et on les sent vraiment pas dans leur match. Et derrière, ça enchaîne sur de la zone. Et on a eu de la zone pendant quasiment 40 minutes. Ça a posé des gros problèmes à cette équipe de Bourges, en grande partie à Pauline Astier, qui a perdu beaucoup de ballons, 9 je crois, mais qui malgré tout a pesé sur son équipe, qui finit avec des stats très moyennes, mais qui est vraiment une joueuse, encore une fois, comme je disais, qui est très importante et qui permet de structurer le jeu de Bourges. On a Emi Okonko qui a fait une très belle prestation, qui a su profiter des espaces laissés par la zone adverse et les retards défensifs, qui a eu un petit peu d'adresse, qui a mis dedans de loin. Donc forcément, ça a aidé énormément cette équipe. Mais il y a encore un vrai problème de hiérarchie pour cette équipe de Bourges. On voit Kariata Diaby qui prend seulement 7 tirs, pendant que Timapou il finit à 4 sur 11. Et de la même manière que Tina Charles, un peu en arrosage automatique, dès qu'elle a le ballon, c'est pour tirer. Et ça peut poser problème pour la suite. Vraiment, Tima fait énormément de bien à cet effectif de Bourges depuis son retour. Elle apporte de l'agressivité vers le cercle et une menace offensive supplémentaire pour cette équipe qui en manquait énormément. Mais ça devient un peu caricatural sur certaines séquences. On sait que quand elle part d'un côté, elle va prendre le tir et il peut se passer n'importe quoi, elle va lancer le ballon. Vraiment, il faut travailler là-dessus, arriver à trouver une harmonie et une vraie hiérarchie dans cette équipe, vraiment donner plus de ballons à Kariata Diaby. 37 tirs pour une joueuse de ce calibre, c'est trop peu. On voit qu'elle a dominé sur pas mal de matchs cette saison. Il faut continuer de s'appuyer là-dessus. On a du mieux de la part d'Artemis Panou, qui depuis quelques matchs retrouve un petit peu des sensations, arrive à créer des décalages, à voir ce que ça va donner pour la suite, si elle va rester dans cette forme-là. Et on sent, comme je disais, Pauline Astier qui perd énormément de ballons, c'est pas anodin. Encore une fois, ça jouait avec l'absence d'Alix Duchet. Et depuis le début de saison, on tire beaucoup sur Pauline, on lui demande d'en faire énormément, et ça se ressent sur des matchs comme ça. On sent qu'il y a un vrai manque de lucidité sur certaines décisions, et à voir si ça va pas se payer pour les prochaines semaines et les prochains mois. On sait qu'il y a de grosses échéances qui vont arriver pour Bourges. Forcément, le play-in en Euroleague, ça joue encore le titre en LFB, c'est encore qualifié pour la Coupe de France, donc il y a encore 3 compétitions à jouer. Il va falloir faire attention à pas trop tirer sur certaines joueuses, dont Pauline, qui est vraiment la pièce maîtresse de cet effectif de Bourges. Et côté Avenida, ça a été très compliqué. On a Yana Martin qui est sortie un petit peu du lot, mais on l'a senti vraiment émoussée, en manque de jus. Elle finit quand même à 11 points, à 3 sur 7 au tir, avec 4 rebonds. Mais il y a des ballons perdus. Il y a moins 19 quand elle est sur le terrain. Ça reste un match très moyen de sa part. Mettre des points, ça fait pas tout au basket, comme je le dis souvent. Sans sa mettre à jouer, Avenida a eu beaucoup de mal. Il y a eu des petits sursauts d'orgueil par moments où on les a sentis pouvoir revenir dans le match, mais très vite on se rend compte que c'est juste des regains de forme et que ça repart aussi vite que c'est arrivé. Donc c'est dommage pour cette équipe qui avait des grandes ambitions en début de saison, qui espérait aller chercher le Final Six, mais qui malheureusement est éliminée de la compétition. On attend forcément cette équipe plus forte l'année prochaine. Il y a de nombreuses joueuses qui vont encore progresser. C'était la saison du retour de Mariela Fasoula après sa grosse blessure. C'était la saison de l'explosion pour Yana Martin. C'est assez positif quand même pour cette équipe. Il y a eu de très belles séquences dans la saison. Donc on va voir ce que ça va donner pour les années suivantes. Et voilà, on a fait le tour de tous les matchs pour cette semaine. On passe tout de suite à la joueuse de la semaine. Et contrairement aux autres semaines, on a vraiment une joueuse qui sortait du lot. Là, on avait le choix cette semaine. Les possibilités étaient multiples. Et j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais la joueuse que j'ai choisie, c'est Emma Messman, qui encore une fois a montré son importance dans cette équipe du Fenerbahçe, qui est vraiment le point d'ancrage, comme je le disais tout à l'heure, avec 22 points, 5 assists, 5 interceptions, 9 rebonds, 31 dévals en 31 minutes, qui a vraiment été la maître à jouer de cette équipe et qui montre encore une fois qu'elle fait partie des meilleures joueuses de la planète. On ne sait plus trop quoi dire sur Emma. À chaque fois, on se répète beaucoup, les passionnés de basket sur cette joueuse. Mais vraiment, elle a encore sorti une masterclass cette semaine. Elle montre que c'est elle la patronne de cette équipe du Fener, malgré les additions, malgré les très grosses joueuses de l'effectif. C'est elle qui est vraiment le maître à jouer de cette équipe. Et avant de se quitter, on fait un point sur les rencontres qui arrivent cette semaine. C'est tout de suite dans Up Next. Et pour cette dernière semaine d'Euroleague en saison régulière, on est gâté avec de très belles affiches et 2 finales dans chacun des groupes. On a donc Mersin qui va recevoir Basketland pour le premier match.
Mersin est assuré de finir en tête, Basketland est assuré de finir quatrième. Donc vraiment, ça sera un match sans enjeu. On s'attend à ce que Mersin mette quelque chose au repos sur ce match. Ensuite, on va avoir un match entre deux équipes déjà éliminées, le Zabini Berno et Salamanque. Donc un match qui n'aura pas vraiment d'enjeu, à part le fait de finir sur une bonne note cette saison d'Euroleague. Ensuite, on va avoir la première finale du groupe F, avec la bataille pour la troisième place entre Prague et Saragosse. Comme je vous le disais tout à l'heure, Prague, pour finir troisième, devra s'imposer de 6 points. En cas de défaite ou d'une victoire de moins de 6 points, ce sera Saragosse qui finira troisième. On a ensuite la grosse affiche en tête du groupe F avec Valence contre le Fener. Ça a été une dérouillée au match aller. On attend une réaction de Valence, même si les deux équipes sont déjà qualifiées et assurées de finir à la première et deuxième place respectivement. Donc on suppose qu'il va y avoir un petit peu de turnover. Ça ne va pas donner toutes ses cartes pour ce match-là. Et ensuite, la finale, celle-là la plus importante, ça va être entre Bourges et Schio. Bourges devra s'imposer de 6 points pour finir à la deuxième place du groupe, qualificatif en demi-finale du play-in. Donc ça évite de se faire éliminer dès le prochain tour et d'avoir une chance supplémentaire. Match extrêmement important qui se jouera au Prado. Et c'est vraiment le match avec le plus d'enjeux cette semaine. Comme je vous le disais, on est gâté avec de très grosses affiches. Si je dois vous conseiller un match, forcément, c'est le match avec le plus d'enjeux entre Bourges et Schio. Une affiche donc avec Janelle Salin qui va revenir jouer en France. Bourges qui devra se défaire d'une très belle équipe de Schio qui monte en puissance sur les dernières semaines et qui va être très compliqué à manœuvrer. Il faudra vraiment faire un match très abouti pour arriver à finir à la deuxième place et à se qualifier directement pour les demi-finales du play-in. Voilà, on a fait le tour pour la 11e journée de l'Euroleague. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer la dernière journée de la saison régulière. C'est la dernière journée avant les phases finales. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche et à me commenter quel match vous intéresse le plus la semaine prochaine. Et avant de se quitter, un petit instant promo. On a les copains sur Twitter qui ont créé un nouveau média qui s'appelle Nothing But French et qui va couvrir les Françaises en WNBA. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller les suivre. Vous avez le lien en description de la vidéo. Encore une fois, merci à toutes et à tous d'avoir suivi et peace out.